Bonjour à tous, on va parler de maladies chroniques, de leur prévalence, de leur augmentation dans la société, des causes potentielles et puis des solutions qu'on pourrait apporter. Donc ça fait plusieurs décennies maintenant, on parle de 700% d'augmentation depuis 1935 des maladies chroniques en Occident. En Suisse par exemple, la proportion de personnes obèses a doublé en 25 ans et la proportion de personnes en surpoids a elle aussi augmenté. On en est rendu à plus de 42% de la population suisse qui est soit obèse, soit en surpoids, avec 11,3% d'obèses. Dans le monde, le tableau il est à peu près similaire. On a 11% d'obèses dans la population mondiale. Ça a quadruplé depuis les années 70. Donc c'est une augmentation qui est massive. Et c'est évidemment pas la seule problématique de maladie chronique qui augmente. En Suisse, par exemple, on sait que la proportion de diabétiques ne fait qu'augmenter. On a 450 000 personnes qui souffrent de diabète en Suisse. C'est 5% de la population. C'est un tiers de plus qu'il y a 10 ans. Évidemment, aux États-Unis, on en est rendu encore beaucoup plus loin. Mais en Suisse, on suit malheureusement les traces des Américains à ce niveau-là, qui étaient au même point que nous il y a 20 ou 30 ans. Alors, faut-il céder à la panique face aux maladies chroniques? C'est le titre d'un article de 2022 de la revue Avenir Suisse, que je vous mettrai en lien, et qui indique que la prévalence et l'incidence de la plupart des maladies chroniques, elle augmente. Qui souligne que malgré tout en Suisse, on n'observe pas d'explosion de la consommation des produits dits malsains. Alors qu'est-ce que c'est les produits malsains? Il y a le sucre et l'alcool par exemple. Donc ils expliquent que la consommation de ces produits elle a tendance à diminuer pourtant depuis plusieurs décennies. Par exemple en 2017, il y avait 27% de la population qui fumait, alors qu'en 1992, il y en avait 30%. Donc il y a une baisse annuelle du nombre de fumeurs, et si on remonte dans les années 60 ou 70, il y avait encore plus de fumeurs. La consommation d'alcool, elle diminue aussi de 0,7% par an entre 1996 et 2019. Et même la consommation de sucre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle diminue de presque 1% par an depuis plus de 25 ans. Si on va dans d'autres produits qui sont considérés fréquemment comme malsains, en tout cas par certains, les produits laitiers, on a diminué la consommation de ceux-ci de 0,9% par an depuis 2007, et la viande rouge, l'ennemi numéro 1 de la santé de la planète, à en croire certains, diminue de 0,7% par an depuis 1995 en Suisse. Et la revue Avenir Suisse souligne que les seuls facteurs de risque qui ont connu une augmentation significative, c'est les huiles végétales et les matières grasses. Les huiles végétales étant une matière grasse, c'est l'augmentation des huiles végétales qui fait augmenter les matières grasses. Parce que les autres matières grasses, les graisses animales, le beurre, etc., ont diminué. D'accord? Il souligne que la consommation des huiles végétales, elle a augmenté de 1,1% par an entre 1995 et 2019. Donc sur près de 25 ans, on a 1,1% par an d'augmentation, ce qui nous donne à peu près 30% d'augmentation de la consommation de ces huiles végétales en 25 ou 30 ans. Je vous mettrai à l'écran des petits tableaux. Donc on voit bien sur ces graphiques produits par Avenir Suisse, sur la base des statistiques suisses, que la consommation de tabac diminue, globalement, depuis une trentaine d'années. La consommation de sucre diminue également. La consommation d'alcool diminue. Et on voit que la viande rouge diminue aussi globalement, les produits laitiers aussi. On n'a pas des statistiques long terme au niveau des produits laitiers, mais on voit que depuis le début des années 2000, elle diminue. Le seul produit laitier qui augmente un petit peu, c'est le fromage. Donc probablement qu'on mange plus de fromage, mais qu'on boit moins de lait, qu'on mange peut-être moins de yaourt. Et la seule chose qui augmente significativement au niveau alimentaire, c'est la consommation d'huile et de graisse végétale, avec une augmentation de près de 30% sur 15 ans. Sur 25 ans, excusez-moi. Sachant que on part il y a 25 ans avec un taux de consommation des huiles végétales qui était déjà élevé comparativement à ce que nos ancêtres consommaient il y a 200, 300 ans, 1000 ans ou 20 000 ans. On parlera après plus en détail de ces huiles végétales. Et on va aussi aller voir du côté américain si on retrouve un peu cette tendance. Avant ça, je vais vous présenter le papier écrit par Richard Lear
la cause des maladies ou de l'augmentation des maladies chroniques. Donc ce scientifique a passé en revue la littérature scientifique à disposition au sujet des maladies chroniques, et il en a fait une synthèse. Et de sa synthèse, on peut tirer que sur une seule génération, on a eu une accélération dramatique de la prévalence des maladies chroniques. On a eu 2094% d'augmentation de l'autisme, 299% pour Alzheimer, 148% pour les maladies pulmonaires, 305% pour le diabète, 430% pour l'apnée du sommeil, 1111% pour la maladie cœliaque, 819% pour le trouble de l'attention, TDAH, 142% pour l'asthme, la dépression 280%, les troubles bipolaires chez les jeunes, 10 833% d'augmentation, l'ostéoarthrite, donc l'arthrite rhumatoïde, 449%, le lupus, 787%, le côlon irritable, 120%, le syndrome de fatigue chronique, 11 027% d'augmentation, la fibromyalgie, 7727%, la sclérose multiple, 117%, et l'hypothyroïdisme, 702%. Donc ça fait déjà pas mal de maladies chroniques qu'il a analysées. Évidemment, il explique que la précision de ces calculs est basée sur plusieurs études, etc. Donc il peut y avoir des erreurs de précision, évidemment, mais vous voyez que l'image générale, elle est à une augmentation dramatique sur la dernière génération. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui cause l'augmentation de ces maladies chroniques? Et là, je vais me référer au site internet de Jeff Nobbs, que je mettrai aussi en lien. Jeff Nobbs, c'est un Américain qui a passé beaucoup de temps à scruter et analyser les statistiques américaines, et qui a produit un superbe document qui fait la synthèse de tout ça, de l'augmentation des maladies chroniques et des habitudes de consommation des Américains. Parce que vous verrez que entre les causes qu'on nous donne habituellement de l'augmentation de ces maladies et la réalité, il y a quand même quelque chose qui cloche, comme on va le voir. D'accord ? Donc Jeff Nobbs souligne que, d'après les statistiques américaines, il y a 6 Américains sur 10 qui ont au moins une maladie chronique en ce moment. Et il y en a 4 sur 10 qui ont au moins 2 maladies chroniques, en parallèle. La prévalence des maladies chroniques, elle est passée de 7,5% dans les années 30 aux États-Unis à plus de 60% en 2020. Jeff Nobbs se réfère aux recommandations du CDC, les autorités médicales américaines, qui expliquent que la progression de ces maladies chroniques, elle est due à l'utilisation du tabac, au manque d'activité physique, à l'excès d'alcool et à une mauvaise nutrition. D'accord ? Il y a ces 4 points. Et puis on va zoomer un peu sur le dernier point, la mauvaise nutrition, parce que les autorités médicales américaines spécifient une alimentation pauvre en fruits et en végétaux, et haute en sel et en graisses saturées, c'est-à-dire en produits animaux. D'accord ? Ça, c'est d'après eux ce qui cause la maladie chronique. Et comme on va le voir dans les statistiques, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. On va commencer par l'utilisation du tabac. Il y avait 45% de fumeurs aux États-Unis en 1954, et il y en a plus que 13,7% aujourd'hui. Donc la proportion de fumeurs a été divisée par 3. On sait que la cigarette, le tabac ont des effets assez néfastes au niveau cardiovasculaire, au niveau des cancers, etc. Vous êtes tous au courant de ça, on l'a bien répété. On voit que la population américaine a compris ça aussi. Donc on devrait s'attendre à ce que la prévalence des cancers et la prévalence des maladies cardiaques, elle diminue. Et c'est pas le cas en fait. Les cancers, depuis les années 90, sont toujours en augmentation aux États-Unis. C'est pas une augmentation massive, on part de 4,85% en 90, et en 2015, on en est rendu à 5,4 environ. Donc c'est quand même une augmentation réelle de 10% du taux de fumeurs. D'accord ? Donc c'est quand même important, c'est significatif. La deuxième cause énoncée par les autorités médicales américaines, c'est le manque d'activité physique. On sait que faire un peu de sport, c'est important pour la santé. Donc est-ce que les Américains ont écouté les conseils et ont fait plus d'activité physique? Eh bien ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, la proportion d'Américains qui remplissent les exigences d'activité physique qui sont énoncées ou conseillées par les autorités médicales est passée de 44% à 54%. Donc il y a plus d'Américains
qui pratiquent du sport et qui bougent suffisamment. La troisième cause énoncée par le CDC, c'est l'excès d'alcool. Est-ce que la consommation d'alcool a augmenté ou diminué dans la population américaine? Ce qu'on voit chez les Américains, c'est que depuis les années 60 jusque dans les années 80, la consommation d'alcool a relativement beaucoup augmenté. Par contre, depuis 1980 jusqu'à 2020, on a une tendance baissière de nouveau. Malgré ça, les maladies chroniques progressent fortement aux États-Unis, comme on l'a vu au début. Et puis maintenant, on va aborder plus en détail le quatrième point, c'est celui qui m'intéresse le plus, une alimentation de mauvaise qualité. Donc on se rappelle, d'après les autorités médicales américaines, ce qui cause la maladie chronique au niveau nutrition, c'est le manque de végétaux, et c'est l'excès de sel et de viande, ou de graisse saturée. D'accord? Dans une grosse étude qui a été faite aux États-Unis entre 1999 et 2016, et qui a étudié 44 000 Américains, pour voir leurs habitudes alimentaires, les conclusions de cette étude ont été que les Américains se plient volontiers aux recommandations officielles et mangent mieux d'après leur indice national du bien manger, entre guillemets, que les autorités ont défini. Les Américains sont de plus en plus nombreux à bien manger. Okay, bien manger selon ce qui est considéré comme bien manger, ça veut dire plus de végétaux, moins de graisses saturées et moins de sel. Donc l'indice est passé de 49 à 59. Donc une grosse augmentation, les Américains sont bien disciplinés à ce niveau-là. Pourtant, on voit que l'obésité aux États-Unis est en augmentation. On avait 11,9% d'obèses dans les années 70, donc c'est où on en est à peu près en Suisse maintenant, hein. Et on en est rendu aujourd'hui à plus de 40% de la population américaine qui est obèse. Si vous rajoutez les Américains qui sont en surpoids, c'est plus de la moitié de la population américaine qui visiblement souffre de troubles métaboliques. Il y a une étude assez récente qui a été publiée aux États-Unis et qui montre que 88% des Américains sont malsains métaboliquement, c'est-à-dire qu'ils présentent un syndrome métabolique, que ce soit le foie gras, que ce soit une résistance à l'insuline ou ce genre de choses. 88% des Américains, c'est absolument énorme. Et puis, ensuite, on a le trend de la consommation des calories quotidiennes dans les groupes principaux d'aliments chez les Américains, depuis les années 60 jusqu'à 2010-2020. Ce qu'on voit, c'est que la consommation de produits céréaliers, elle a fortement augmenté depuis les années 60 jusque dans les années 2000, et puis elle est en diminution légère depuis une vingtaine d'années. La consommation de sucre, elle a augmenté significativement, elle aussi, depuis les années 60 jusqu'au à la fin des années 90. Et puis maintenant, depuis 25 ans, la consommation de sucre diminue aux États-Unis. Et rappelez-vous qu'en parallèle, les maladies chroniques, le diabète, l'obésité continuent d'augmenter et de manière de plus en plus exponentielle. Okay ? La consommation de viande, elle augmente légèrement sur toute la période aux États-Unis. On verra après quel type de viande est consommé de plus en plus aux États-Unis. C'est assez intéressant. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une catégorie d'aliments qui augmente massivement, comme en Suisse, c'est les huiles végétales. Elles ont quasiment triplé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Sachant que eux aussi, dans les années 60, ils partaient avec un niveau qui était déjà beaucoup plus élevé que ce que devrait être une alimentation appropriée à l'espèce humaine, une alimentation de type ancestral. Pour les autres catégories alimentaires, on assiste plutôt à quelque chose de stable. On voit qu'il y a une catégorie qui a une diminution depuis plus de 60 ans aux États-Unis, c'est les graisses animales. D'accord ? Donc les fameuses graisses saturées qui étaient en cause d'après les autorités médicales américaines, qui ont été accusées d'à peu près tous les maux depuis les années 60, notamment au niveau cardiovasculaire, elles sont en diminution aux États-Unis. Malgré ça, les maladies cardiaques, la prévalence des maladies cardiaques, elle augmente massivement aux États-Unis. Elle continue d'augmenter. Et là, on va me dire que la mortalité diminue. Bien sûr, la mortalité cardiaque diminue, parce qu'on a fait énormément de progrès médicaux pour sauver des gens, pour poser des stents, pour déceler des problèmes, avant que ce soit trop tard. Cela dit, il y a de plus en plus de gens qui sont malades au niveau cardiaque. Donc apparemment, le fait de diminuer les graisses animales et d'augmenter les huiles végétales comme ça a été recommandé dans les années 60, c'était peut-être une très mauvaise idée. En tout cas, c'est mon avis. Et on sait, par ailleurs, aujourd'hui, ou depuis quelques années,
que les études sur lesquelles se sont basés les Américains pour faire ces recommandations ont été falsifiées. C'est-à-dire que les scientifiques ont été achetés par l'industrie du sucre pour accuser les graisses animales, les graisses saturées, d'être en cause dans la maladie cardiaque et pour dédouaner le sucre. Donc c'est quelque chose qui est public aujourd'hui. C'est pas inventé, c'est pas du conspirationnisme, c'est public. On sait aujourd'hui que les scientifiques de ces études ont tous touché plusieurs dizaines de milliers de dollars pour falsifier les résultats. C'est sur cette base qu'on a reçu ces conseils d'éliminer ou de diminuer drastiquement les graisses animales, et ça a permis bien sûr à l'industrie sucrière de vendre de plus en plus de sucre, et surtout à l'industrie agroalimentaire de vendre énormément d'huile végétale pour remplacer les graisses animales. On assiste évidemment à une montée drastique du diabète, donc on est passé de moins de 1% avant les années 60 à plus de 8% en 2020. Au début des années 2000, ils étaient entre 4 et 5%, donc c'est à peu près où on en est en Suisse maintenant. D'accord ? Et on suit les mêmes directions au niveau alimentaire, c'est-à-dire qu'on augmente les huiles végétales, on fait à peu près tout pareil. Si on continue, il y a de fortes chances que le diabète suive la même direction chez nous. La consommation totale de viande par catégorie maintenant, c'est très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que la mauvaise viande, en tout cas celle qu'on nous dit être mauvaise, c'est-à-dire la viande rouge, ici la viande de bœuf et la viande de mouton et de chèvre, elle est en diminution depuis 60 ans aux États-Unis. La viande de porc, elle a une consommation qui est restée stable, et la seule viande qui est consommée de plus en plus aux États-Unis, et qui explique l'augmentation en fait de consommation de viande qu'on a vu tout à l'heure, c'est la volaille. D'accord ? Poulet, dinde, etc. Donc les Américains consomment beaucoup plus de volaille aujourd'hui, 4 à 5 fois plus, que dans les années 60. Par contre, ils consomment nettement moins de bœuf. Donc ils ont écouté les recommandations, la viande rouge c'est pas bien, ils sont partis sur la viande blanche. Remarquez en passant que la viande blanche ou la volaille, ça plaît beaucoup à l'industrie agroalimentaire parce que c'est des animaux qu'on peut facilement élever de façon industrielle, dans des conditions déplorables, qu'on peut nourrir avec des aliments de très basse qualité comme de la farine de soja et des choses comme ça. Et il y a peut-être quelque chose aussi là derrière, n'est-ce pas ? On voit aussi que la consommation de sel, sur toute cette période, elle est restée plus ou moins stable. Elle est même en diminution depuis les années 90 aux États-Unis. Malgré ça, l'hypertension continue d'augmenter. Et il y a un lien très clair entre l'insuline et l'hypertension. On ne va pas aller dans ce détail maintenant. Le cholestérol, ou la consommation de cholestérol, est en diminution aussi aux États-Unis, de presque 10% sur la période. La consommation de graisse saturée, elle est relativement stable depuis les années 70. Et surtout, on voit que les Américains consomment de plus en plus de produits végétaux. Okay ? On est passé d'environ 1900 calories par jour issus des végétaux dans la diète américaine des années 60 à presque 2700 calories issues des végétaux aujourd'hui. Par contre, au niveau des calories issues des produits animaux, on est resté stable, environ 1000 calories par jour par Américain. Donc comprenez que, déjà dans les années 60, l'alimentation américaine était hyper végétale. C'est-à-dire qu'il y avait 2 fois plus de produits issus des plantes, ou de calories issues des plantes, que de calories issues des matières animales. À l'heure actuelle, on est quasiment à 3 fois plus de calories issues des plantes que des matières animales. Donc on a une alimentation hyper végétale aux États-Unis. C'est intéressant de le relever. Sachant que nos ancêtres lointains, durant la préhistoire, n'avaient pas du tout ce type d'alimentation. On reviendra là-dessus, mais l'alimentation de l'être humain durant la plus vaste partie de son évolution, elle était massivement carnée, massivement carnivore. Et là, les anthropologues et paléontologues sont assez d'accord là-dessus. Ils définissent l'être humain comme un omnivore hyper carnivore, c'est-à-dire qu'il obtient plus de 70% de ses calories, en moyenne, par les produits animaux. Et maintenant, un petit détail sur les huiles végétales aux États-Unis. Donc on voit que la consommation est explosive à la hausse. Elle était quasiment nulle au début du XXe siècle, dans les années 1900. À vrai dire, ça a commencé dans les années 1870, avec l'huile de graines de coton. Et puis, l'huile de colza et de soja sont arrivées au début des années 1900. Et il y a eu une augmentation massive à partir des années 60, c'est-à-dire au moment où on a commencé à démoniser les graisses animales sur la base de ces études falsifiées, etc. D'accord ? Donc depuis là, on a une explosion de la consommation des huiles végétales à un point
euh, qui est vraiment inquiétant. C'est-à-dire que dans la diète occidentale moyenne, vous avez quasiment une calorie sur 4, 25% des calories qui proviennent des huiles végétales. Si vous allez au magasin et que vous tournez des aliments industriels, vous verrez qu'il y a de l'huile végétale partout. Colza, tournesol, etc. Ils vous en mettent partout. C'est le produit phare de l'industrie agroalimentaire. Ils ont d'énormes marges de profit là-dessus. C'est facile à produire, ça coûte pas cher. Et c'est la calorie qu'on peut mettre à peu près partout. D'accord? Par contre, l'être humain n'est pas du tout adapté à une consommation aussi importante de ces huiles. Pour plein de raisons. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais ces huiles ont énormément d'effets négatifs. Et on voit au moins une corrélation entre l'augmentation de ces huiles et la prévalence des maladies. Corrélation, c'est pas causalité, on est d'accord. On abordera ces sujets dans d'autres podcasts. Et vous verrez que on peut très facilement démontrer la causalité des huiles végétales dans de nombreux problèmes de santé qu'on vit aujourd'hui. Une des causes fréquemment avancées de la progression de ces maladies chroniques, c'est que la population occidentale, elle vieillit. Et on nous dit, il y a plus de vieux, donc il y a plus de malades. C'est partiellement vrai, évidemment. Par contre, ça n'explique pas certaines choses. Par exemple, on a cette étude sur l'incidence du cancer chez les moins de 50 ans aux États-Unis entre 2010 et 2020. Et on voit que sur cette décennie, il y a une augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de cancer. Donc on voit que le vieillissement de la population, il n'explique pas la prévalence de toutes les maladies. Et je pense que vous voyez autour de vous qu'il y a une progression de différentes maladies comme l'autisme qui touche des jeunes enfants. Et ça, c'est pas lié au vieillissement de la population. Donc si on résume, les explications qu'on nous fournit habituellement, c'est-à-dire que le tabac est en cause, l'alcool est en cause, les graisses saturées sont en cause, le sucre est en cause, le vieillissement de la population est en cause, on voit que ça ne tient pas la route par rapport aux statistiques qu'on a à disposition. Clairement. Donc il y a une autre cause. On voit qu'il y a peut-être un indice du côté des huiles végétales, mais ça explique pas tout, les huiles végétales. Donc pour essayer de comprendre les causes de la progression de ces maladies chroniques, il faut prendre un peu de recul, selon moi, sur l'histoire de notre espèce, et essayer de comprendre quelle est, finalement, l'alimentation qui est appropriée à notre espèce. On sait chez les animaux que si on les nourrit avec une alimentation qui n'est pas appropriée à leur espèce, ils développent eux aussi des maladies chroniques. Donc quelle est finalement l'alimentation de notre espèce? L'espèce humaine, ou le genre humain, les premiers hommes, Homo habilis ou Homo erectus, selon les anthropologues, ils ne sont pas toujours d'accord là-dessus. L'espèce humaine, ou le genre humain, a environ 3 millions d'années. L'espèce humaine, donc Homo sapiens sapiens, a environ 350 000 ans. 3 millions d'années, ça nous met au début de la préhistoire, et la préhistoire se termine il y a 10 000 ans, par un événement très marquant, en fait, c'est l'invention ou l'avènement de l'agriculture. C'est-à-dire la révolution néolithique, où les êtres humains, pour différentes raisons qu'on va discuter, ont développé l'agriculture, ce qui a été le premier changement massif dans leur alimentation, dans leur diète. Donc, la préhistoire et l'alimentation préhistorique de nos ancêtres, ça représente près de 3 millions d'années, ce qui représente 150 000 générations d'êtres humains. Donc imaginez que ces 150 000 générations, ou ces 3 millions d'années, ça a fortement façonné notre génétique et notre physiologie. L'être humain descend d'Australopithèque, qui lui-même est issu... après, c'est très difficile de remonter plus loin, mais on sait qu'on avait un ancêtre commun avec le chimpanzé, il y a plus de 9 millions d'années. Donc il y a 9 millions d'années, on n'était pas, c'était pas nous, hein, notre ancêtre commun, l'ancêtre commun qu'on a avec le chimpanzé, c'était un primate arboricole frugivore. Donc c'était un primate extrêmement différent de nous, qui mangeait principalement des fruits et des feuilles tendres au sommet des arbres, qui vivait dans les forêts équatoriales, les forêts humides, qui couvraient une grosse partie de la planète il y a 9 millions d'années. Et puis, le climat a pas mal changé, et il y a 3 millions d'années, en fait, ces forêts équatoriales, elles avaient déjà beaucoup reculé. Australopithèque, qui descendait de cet ancêtre commun, il avait une alimentation beaucoup plus diversifiée, c'était un petit primate qui consommait autant, ou peut-être pas autant, mais qui consommait déjà un petit peu de viande, des insectes,
qui continuaient à manger des fruits, pas mal de végétaux, quelques tubercules, mais qui chassaient déjà. Et Australopithèque, il a dû descendre en fait de l'arbre, parce que la forêt équatoriale reculait, la savane a beaucoup progressé à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on croit que pendant la préhistoire, c'était la forêt vierge partout, c'était la jungle partout, c'est pas du tout le cas en fait. La préhistoire, c'était une époque plus froide qu'aujourd'hui et plus sèche. C'était une période où il y a eu des ères glaciaires, c'était une période où la vaste majeure partie des terres émergées étaient couvertes de prairies, de savanes et ce genre de choses. Et du coup, les singes primates, qui étaient trop nombreux pour se répartir sur le peu de forêt équatoriale qui restait, une grande partie d'entre eux ont dû amorcer une évolution drastique. Certains ont disparu, beaucoup ont disparu. Et de tout ça est né en fait le genre humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains primates qui sont sortis de la forêt, on peut dire, qui ont arpenté les savanes, qui ont commencé à intégrer dans leur alimentation beaucoup plus de produits animaux. Ça, les anthropologues le montrent. Ce qui a probablement permis le développement de notre espèce, et surtout de notre cerveau, qui fait la spécificité de l'humain, c'est l'accès, à un moment donné, à des aliments hautement nutritifs et biodisponibles, tels que la moelle osseuse. Donc il y a des traces très claires qui montrent que nos ancêtres consommaient la moelle osseuse et la cervelle des animaux, c'est-à-dire qu'en groupe, les êtres humains, c'est pas les êtres humains, c'était Homo habilis ou Homo erectus, ils parvenaient en fait à faire fuir d'autres prédateurs et à se rabattre sur les carcasses pour en extraire la moelle osseuse, la cervelle et ce qui restait. Et à mesure que leur cerveau se développait, ils ont pu en fait développer leur technique de chasse et devenir de plus en plus efficaces à ce petit jeu. Au point où à un moment donné pendant la préhistoire, Homo erectus est devenu le prédateur apex, c'est-à-dire le prédateur ultime. C'est-à-dire que les groupes d'Homo erectus, organisés et armés, qui étaient en excellente condition physique, qui avaient déjà des armes, donc des lances, des choses comme ça, parvenaient en fait non seulement à mettre en fuite la plupart des prédateurs, mais surtout étaient les seuls prédateurs sur Terre capables de s'attaquer aux animaux de la mégafaune, donc aux animaux géants, même ceux qui étaient dans la force de l'âge. C'est-à-dire que les groupes d'Homo erectus pouvaient s'attaquer aux mammouths, pouvaient s'attaquer aux rhinocéros laineux, et à tous ces gros animaux qui existaient durant la préhistoire. Homo erectus a continué sa route, et puis Homo sapiens est né d'Homo erectus il y a environ 350 000 ans. Alors ça s'est pas fait en claquant des doigts, bien sûr, l'évolution elle est progressive. Et puis, Homo sapiens a continué à parfaire la maîtrise de la chasse. Évidemment, il y avait des époques de famine, il y avait des époques où la chasse était infructueuse. Donc à ce moment-là, le genre humain se rabattait en fait sur ce qu'on appelle des aliments de survie pour l'être humain, c'est-à-dire des aliments végétaux, des tubercules, des feuilles, des choses comme ça. Et puis à la fin de la préhistoire, il y a environ 100 000 ans, 50 000 ans, à cause de changements climatiques ou à cause de la pression exercée par l'espèce humaine au niveau de la chasse, la plupart des gros animaux de la mégafaune ont connu une extinction de masse. Et il en reste quasiment plus aujourd'hui. Vous avez encore l'éléphant, la girafe, le rhinocéros, mais la plupart des espèces d'animaux de la mégafaune, les énormes animaux, ont disparu à ce moment-là. Et c'était la source alimentaire principale de notre espèce. Donc c'était de la viande de ruminants, principalement de la viande rouge, très grasse, parce que plus un animal est gros, plus il est gras. Et les êtres humains ont perdu l'accès à cette source principale d'aliments. Ils ont dû ensuite se rabattre sur du gibier plus petit, qui est beaucoup plus difficile à chasser. Il y a beaucoup plus d'énergie à investir dans la chasse, par rapport aux calories qu'on va rapporter, quand on veut essayer de tuer une gazelle, plutôt qu'un mammouth. Alors un mammouth, ça peut paraître impressionnant, mais pour un groupe d'Homo erectus ou d'Homo sapiens armés, c'était pas une grosse affaire, en fait. Et quand vous aviez abattu un mammouth, vous aviez à manger pendant des semaines. Et il faut aussi noter à ce moment-là que, durant cette préhistoire, climat froid et sec, les seuls aliments que vous retrouviez toute l'année et partout sur Terre, c'était les produits animaux. La viande, éventuellement le poisson, les fruits de mer. Et peut-être des œufs d'oiseaux de temps en temps. D'accord ? Les végétaux, c'est quelque chose de très saisonnier. Il n'y avait pas de supermarché à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui croient que nos ancêtres pouvaient se promener dans la nature, qu'ils allaient cueillir des noisettes, et puis des pommes, et puis ramasser des choux-fleurs. Ça pousse pas dans la nature, ça. Ah oui, il y a des pommes sauvages. Je sais pas si vous avez déjà vu et goûté une pomme sauvage, c'est pas la même chose. Sur un arbre, il n'y en a pas beaucoup, elles sont petites, elles sont très acides, très peu sucrées. Elles sont au sommet des arbres, dans les forêts, donc c'est difficile à aller les chercher. Et surtout, les fruits, ça pousse qu'à une saison déterminée. Et ça se conserve assez mal.
D'accord? C'est la même chose avec les noix, les noisettes, c'est la même chose avec les tubercules, c'est la même chose avec tous les autres végétaux. Dites-vous bien que l'être humain, à un moment donné, il a traversé le détroit de Bering, donc il est passé de l'Asie à l'Amérique, par un océan gelé, pendant une pleine période glaciaire. Donc à ce moment-là, nos ancêtres, ils mangeaient pas du chou kale, ok, ils mangeaient pas du quinoa, ils mangeaient pas des pommes et des bananes. Alors bien sûr, dans certaines régions, près de l'équateur, il y avait peut-être un peu plus de fruits, évidemment. Il y a eu des époques où il y a eu un peu plus de végétaux. Mais même s'il y en avait plus, l'être humain, à cause de sa spécialisation euh, évolutionnelle qu'il a fait par rapport aux produits animaux, il était de moins en moins adapté à consommer des grandes quantités de produits végétaux. Et du coup, son aliment de prédilection, c'était le produit animal. Et finalement, la révolution néolithique, elle est arrivée parce que l'être humain n'avait plus accès à ses aliments de prédilection. Il a connu une situation de famine, et grâce à son cerveau très développé, il a réussi à dompter en fait les végétaux. Il a commencé à cultiver les céréales, à cultiver d'autres légumes, à faire des croisements, de la sélection. Il a aussi commencé à élever du bétail, pour le lait notamment, et pour la viande. Donc la révolution néolithique, qui est survenue il y a environ 10 000 ans, c'est il y a 500 générations pour nous. C'est pas si loin. Donc, si vous mettez 500 de vos ancêtres, vous êtes au néolithique, à l'avènement de l'agriculture. D'accord? Comparez ces 500 générations aux 150 000 générations de la préhistoire. C'est vraiment très faible. D'accord? Et sur le document que je vous mets à l'écran, vous voyez que le néolithique, si l'histoire est représentée entre les deux traits bleus, l'histoire de l'évolution de notre genre, le genre humain, le orange c'est la préhistoire, c'est une très longue partie, et en vert, cette petite bande verte, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le néolithique. Et à côté, vous avez un tout petit trait rouge, extrêmement fin, vous le voyez à peine. Ça représente la révolution industrielle, dans les années 1850. Environ 8 générations pour nous. Donc imaginez-vous bien que l'influence sur notre génétique de l'alimentation de la révolution industrielle, elle est extrêmement faible. Donc qu'est-ce qu'on a vu avec la révolution néolithique? C'est le premier changement massif dans l'alimentation de l'espèce humaine. Eh bien, l'humain pré-agricole, donc l'humain avant la révolution néolithique, il avait une stature moyenne d'1,75 m, il avait un cerveau très gros, très développé. Et ce qu'on a vu, c'est que sur quelques dizaines de milliers d'années, directement après la révolution néolithique, l'être humain a perdu environ 10 cm dans sa taille moyenne, sa boîte crânienne s'est réduite d'environ 15%, et toute une série de traces de maladies chroniques sont apparues sur les squelettes, qu'on n'avait pas sur les squelettes pré-agricoles, donc de nos ancêtres lointains de la préhistoire. Donc ça dénote en fait que l'être humain, qui a évidemment réussi à survivre grâce à ces aliments issus de la révolution agricole, donc l'hyper-végétalisation de l'alimentation, il en a subi quand même des conséquences assez fortes au niveau de sa santé. On voit qu'il y a eu une ostéoporose rampante au niveau des os, il y a une augmentation des caries, l'émail dentaire est de moins bonne qualité, il y a plus de tuberculose, parce que ça envoie des lésions au niveau des vertèbres, on voit des traces de mauvaise guérison osseuse, et on voit que les fémurs ont été largement raccourcis, ce qui indique qu'il y avait un manque de nutriments, notamment de vitamine K2, et évidemment de calcium et de choses comme ça, et probablement beaucoup plus d'antinutriments. Donc ça, c'était le premier gros changement alimentaire, et il a eu des conséquences assez fortes. Et encore aujourd'hui, on n'est toujours pas adapté à ce changement alimentaire. Et c'est pas étonnant, parce qu'en fait, l'ADN, la génétique, elle évolue beaucoup moins vite. D'accord? Ça peut pas évoluer assez rapidement pour coller avec la vitesse avec laquelle nous avons changé notre alimentation. Et imaginez maintenant le changement drastique d'alimentation qu'on a connu avec l'arrivée de l'ère industrielle il y a 150 ans, où le marché et l'alimentation humaine a été inondé en fait de sucre raffiné, a été inondé d'huile végétale, d'aliments en conserve et de farine raffinée. C'est un changement encore plus massif que la révolution néolithique, et c'est pas étonnant qu'on ait depuis là une croissance massive ou une augmentation de la prévalence de toutes ces maladies chroniques. D'accord? Il faut savoir que les huiles végétales, elles n'étaient pas consommées par nos ancêtres lointains. Il y avait quelques traces de consommation chez les nantis égyptiens, chez la haute société égyptienne, d'un petit peu d'huile de sésame, mais c'était anecdotique. D'accord?
Or, depuis 150 ans, on a une augmentation massive de la consommation de ces huiles, et en tant qu'espèce, on n'est pas du tout adapté à avoir une telle proportion d'acides gras polyinsaturés, trans. Donc il y a les acides gras polyinsaturés qui posent problème, à haute dose. Il y a les acides gras trans qui sont contenus dans ces huiles parce qu'elles s'oxydent. Ces acides gras polyinsaturés, qui sont très fragiles, s'oxydent et se transforment en peroxyde lipidique, qui ont toute une série d'effets négatifs. Donc c'est pas l'idée d'aller dans le détail maintenant là-dessus. Et puis dans les années 60, on a encore eu une troisième transformation massive de notre alimentation. On a en fait démonisé les graisses animales, donc on a démonisé l'aliment de base de nos ancêtres lointains durant 3 millions d'années. Les graisses animales et la viande rouge. Et depuis, on diminue la consommation de ces aliments de base, on augmente la consommation d'autres aliments qui sont peu adaptés à notre espèce, et vous avez une explosion des maladies chroniques, ce qui n'est pas étonnant. Donc maintenant, quelle est la solution? Évidemment, moi je suis pour une révolution alimentaire, une révolution au sens étymologique, c'est-à-dire un retour aux origines. Et les origines, c'est quoi? C'est l'alimentation préhistorique. Alors on n'est pas obligé de manger exactement comme nos ancêtres préhistoriques, mais si au moins une grosse partie de notre diète est constituée comme nos ancêtres préhistoriques, notre génétique va beaucoup mieux fonctionner. Et on le voit dans les faits, avec les gens que j'ai, moi, dans ma pratique, je l'ai vu sur moi-même, et on le voit de manière générale aussi dans les cas qui sont rapportés, il y en a des dizaines de milliers maintenant dans le monde, qui suivent des diètes de ce type-là, et avec énormément de succès. C'est-à-dire que des maladies qu'on considère comme inguérissables, toutes ces maladies chroniques qu'on a vues au début, vous avez, pour beaucoup d'entre elles, une résorption ou une amélioration massive des symptômes. Donc dans les prochains podcasts, on parlera de ce qu'est concrètement une alimentation ancestrale, comment on fait pour avoir une alimentation ancestrale tout en vivant à notre époque et puis en profitant quand même de certaines choses. On verra que ça va dépendre de facteurs individuels aussi, ça va dépendre de votre héritage génétique, de plusieurs choses. Et puis on abordera dans d'autres podcasts certains sujets comme les huiles végétales, comme les toxines végétales, certaines en particulier. Ça intéressera certains qui ont des maladies auto-immunes, qui vont peut-être faire des liens dont ils n'entendent pas parler habituellement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast sur ma chaîne. Donc moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, c'était un gros défi pour moi d'avoir fait cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer. Mettez peut-être un like, comme ils disent, hein, mettez un commentaire, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à proposer si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde à l'avenir. C'est avec plaisir que je prends note de ce que vous me dites. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à plus. Ciao.